choses. Donc ce matin, après cette petite entrée en matière, avec à la fois un retour historique, l'entrée en matière par l'étude du CIE pour donner un petit peu de méthodologie d'approche, et puis le témoignage de Baza sur cette maison à Mornan, on trouvait ça intéressant aussi de montrer non seulement cette typologie de petite maison, mais aussi comment on fait, parce que beaucoup des projets de réhabilitation en mâche-fer, de fait, c'est effectivement des projets qui se font avec un architecte quand c'est déjà bien, parce qu'en fait, il y en a aussi beaucoup qui se font sans architecte, et effectivement, souvent avec peu de moyens et peu de moyens techniques, sans bureau d'études. Donc on voulait avoir un peu cette première entrée en matière, et cet après-midi, on commence l'après-midi avec les éléments donc, du CEREMA qui va présenter les études qu'ils ont fait en lien avec l'étude. Et on va dire fort de ce passage on passe un cran. On va quand même maintenant se donner les moyens d'avoir de la connaissance scientifique sur le mâche-fer. Et les deux projets qui seront présentés cet après-midi, qui sont des projets de plus grande envergure, en fait, eux, ils ont pu travailler, les architectes ont pu travailler avec des bureaux d'études et faire des études et des analyses, vous le verrez, plus approfondies, et de voir comment on peut mener un projet de réhabilitation comme ça avec aussi plus de moyens techniques. Et donc, Étienne et Fabrice, je vous laisse commencer et vous présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Étienne Gourlet, je suis responsable d'études scientifiques, performance, notamment hygrothermique, mais aussi acoustique, des matériaux, alors plutôt biosourcés, mais le mâche-fer, enfin, j'en parlais avec certains, il y a un certain nombre de thématiques qui se recroisent. Et alors notamment, moi j'ai été sollicité, donc je suis basé on est tous les deux du CEREMA. Moi, je suis basé plus spécifiquement à Strasbourg, où se trouve le pôle matériaux bio et géosourcés du CEREMA, et où on a pas mal d'équipements de laboratoire pour les mesures thermiques, hydriques et acoustiques. Et moi, je suis Fabrice Roja, je suis basé au CEREMA de Bron, je suis plus spécialisé dans la caractérisation mécanique. Voilà, donc on va vous présenter ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet pour essayer de caractériser le mâche-fer. Alors, caractériser le mâche-fer, c'est beaucoup dire. On a caractérisé un certain nombre d'échantillons qui proviennent de certains chantiers, mais ça a permis au moins d'avoir déjà des éléments là où il n'existait quasiment rien antérieurement. Alors, petit rappel, le béton ou pisé de mâche-fer, on a pu discuter des vocables ce matin. C'est essentiellement des scories de combustion du charbon ou du coke dans les hauts fourneaux. Éventuellement, il peut y avoir des liants supplémentaires, de la chaux, du ciment, des compléments éventuels qui sont sous forme de graves, de sable, etc. etc. En fait, ce qu'on a aussi aperçu ce matin, c'est qu'il y a une variabilité qui est très importante de ce matériau et qui dépend des petites recettes locales qui avaient été adoptées par chaque constructeur, et également de la variabilité du stock de mâche-fer qu'on pouvait utiliser au moment de la construction. Une des choses qui ressort de manière quand même quasi systématique, c'est que c'est un matériau qui est poreux et qui emprunte aux propriétés qu'on peut rapprocher du pisé de terre et aussi aux propriétés du béton. Donc ce qu'on voit là sur les quelques photos à l'écran, c'est qu'on peut avoir des choses qui ressemblent un peu à de la pierre volcanique poreuse, comme ceci. D'autres fois, on a des plus gros éléments qui vont être inclus avec des granulats. Et parfois, sur des échantillons plus gros, à l'échelle de quelques dizaines de centimètres, on voit des variabilités dans la couleur, dans la composition. Des fois, il y a des morceaux de bois dedans qui se sont perdus. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses, des éléments plus ou moins grossiers à l'intérieur. Alors, l'étude qui a été réalisée, elle a été faite en deux phases. Il y a eu une première phase en 2018 qui a été, pour nous, CEREMA, appuyée par la DGALN et le CAUE. L'idée en 2018, c'était de tester de premiers prélèvements qui étaient issus d'un unique chantier du 7e arrondissement de Lyon. Ça avait été prélevé par Jacques Sordoyer à l'époque. Et l'idée de cette étude-là, c'était de commencer à tester et puis d'imaginer des protocoles d'essai qui soient pertinents pour les propriétés physiques, hydriques et mécaniques. Comme on n'avait pas grand-chose sur ce matériau, que ce matériau il n'était pas bien identifié, on n'a pas de méthode d'essai normalisée. Donc, puisqu'on n'a pas de méthode d'essai normalisée, il faut essayer de les créer. Voilà.
Et puis dans le deuxième projet, donc le projet BRBM qui se conclut notamment aujourd'hui, l'idée ça a été d'élargir les essais à un plus grand nombre de sites. Donc il y a 4 sites qui ont été investigués. Vous avez des photos des 4 sites et puis les adresses. C'est toujours des sites lyonnais. Et l'idée cette fois-ci, c'était de reproduire ce qui avait été fait en 2018 comme essai et également d'élargir ces essais à d'autres thématiques. Notamment tester l'influence de l'humidité sur les résistances. Est-ce que le pisé de mâche-fer a subi une influence de l'eau ou pas? Identifier les propriétés thermiques et acoustiques, donc c'est Étienne qui en parlera tout à l'heure, notamment. Voilà. Alors la première étape sur la partie propriétés physiques et mécaniques, ça a été essayer de trouver des méthodes d'essai. Première question qu'on s'est posée, c'est comment essayer d'extraire des échantillons réguliers de ce matériau pour pouvoir faire des essais dessus. On a fait plusieurs tentatives. La première idée, c'était de faire des carottages, parce que c'est ce qui est assez naturel. Et en fait, le carottage, ça ne s'est pas avéré être une très bonne idée. Alors, il y a quelques matériaux qui se carottent bien. Ah, vous voyez, hop là, pardon. Cet échantillon-là, il avait été carotté sur site, il est très bien ressorti. Mais c'était à peu près le seul de ceux qu'on avait eu. Sinon, en général, en fait, le carottier rentre très bien dedans, mais à l'intérieur du carottier, tout se déstructure complètement. Et donc, on obtient des échantillons dont on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on a vu qu'avec des scies de type scie à béton, scie à roche, on arrivait à obtenir des échantillons qui sont quand même raisonnablement réguliers et puis qu'on pouvait finir de corriger par un petit surfaçage au plâtre pour avoir des surfaces planes pour faire des tests mécaniques. Donc voilà, on s'est arrêté sur cette méthode de préparation-là. Ensuite, on s'est interrogé sur comment mesurer la masse volumique. Alors quand on a des échantillons parallélépipédiques, on se dit on le pèse et puis on mesure les dimensions et ça nous donne une masse volumique. Le problème, c'est que c'est pas très précis, c'est un peu comme l'échantillon est toujours un peu irrégulier, dès qu'il manque des petits bouts, on perd de l'information. Donc là, on s'est inspiré d'une méthode qui existe sur les sols pour caractériser les masses volumiques des sols. L'idée, c'est de prendre un échantillon. Comme c'est un échantillon poreux et qu'on ne veut pas que l'eau rentre dedans quand on va faire notre méthode d'essai, on l'enveloppe de paraffine. On mesure bien sûr la quantité de paraffine qu'on a mis dessus pour pouvoir corriger. Et ensuite, on fait une pesée hors d'eau et une pesée sous l'eau. Et la différence de masse, elle correspond au volume d'eau déplacé. Donc ça nous permet de mesurer le volume. Voilà. Et puis la masse, c'est facile à obtenir avec une balance de précision. Donc ça a permis de déterminer de manière très précise les masses volumiques de ces échantillons. Ensuite, on s'est demandé comment mesurer la porosité. Alors on a exploré 2 approches. On est parti d'une idée qui est un petit peu fausse en fait, de modèle théorique qui serait que le pisé de mâche-fer est composé de grains et de vide. Bon, en réalité, c'est pas totalement ça, puisqu'il y a un effet de prise hydraulique. Donc on peut se représenter ça avec des grains qu'on a obtenus en réduisant notre échantillon de mâche-fer à des morceaux dans lesquels on ne voyait plus la porosité. Et puis on va mesurer la masse volumique de ces échantillons-là. On a la masse volumique de l'échantillon global, et la différence entre les deux, c'est dû au vide. Donc on peut en déduire comme ça la quantité de vide et donc la porosité. Le problème de cette approche-là, c'est que ça ignore la porosité propre de ce qu'on a appelé les grains, qui en fait cachent toujours un petit peu de porosité et qui en fait s'avère relativement significative. Une autre manière, ça a été de plonger des échantillons dans l'eau et puis de faire des mesures de masse sur échantillons saturés et échantillons non saturés, en se disant que la différence des deux, ça correspondait à l'eau qui était rentrée dans l'échantillon. Et donc ça mesure la quantité de vide qu'on avait initialement. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que ça ne mesure que la porosité qui est accessible à l'eau et qui est connectée. Et puis il y a eu d'autres approches qui ont été faites par mes collègues pour la partie acoustique avec des porosités à l'air, mais là j'en parlerai pas. Et puis on a travaillé sur les courbes de sorption et désorption. Donc les courbes de sorption et désorption, s'il y en a qui ne sont pas familiers avec, c'est la manière dont le matériau va reprendre de l'eau en fonction de l'humidité de l'air ambiant. Okay, comme quand vous laissez votre linge dehors le soir, vous oubliez de le rentrer, l'air reprend de l'humidité et vous récupérez votre linge, mince, il est de nouveau humide. Voilà. Donc il y a une interaction qui se fait entre le matériau et l'air ambiant. Donc on fait varier une humidité de l'air dans une enceinte climatique, donc il y a d'autres méthodes, et on fait des mesures de masse sur l'échantillon pour voir comment l'eau est réabsorbée par le matériau. Voilà. Alors voilà les résultats qu'on a obtenus sur ces propriétés physiques. Au niveau des masses volumiques, les résultats sont assez hétérogènes.
Il s'étale de 1,1 à 1,4 tonnes par mètre cube, 1100 à 1400 kg par mètre cube, 1500 même, avec une moyenne autour de 1300 kg par mètre cube. Donc c'est un produit qui est globalement peu dense. Les roches naturelles peu poreuses, les bétons, c'est de l'ordre de 2,2 à 2,7 tonnes par mètre cube. La terre crue, dans les différentes techniques, on est entre 1,5 et 2 tonnes par mètre cube en général. Et on voit qu'on a une dispersion qui est quand même assez significative. Alors au sein d'un même site, ça peut arriver. Vous voyez ici qu'on peut avoir une dispersion un peu importante, moins à d'autres endroits, comme là, et d'un site à l'autre, plus particulièrement, où on voit vraiment l'influence des différentes recettes sur la densité du final du matériau. On a mesuré aussi les masses volumiques des grains, vous savez, quand on réduisait en tout petits grains. Et là, forcément, comme on a réduit la porosité, on a des masses volumiques de grains qui sont plus élevées. Donc on est entre 1,5 et 1,9 ou 2 tonnes par mètre cube. Mais il y a probablement une microporosité qui reste incluse et qui est significative. On est bas par rapport à ce que représente ce qu'on a sur des grains minéraux classiques qui sont plutôt à 2,6 ou 2,7 tonnes par mètre cube. Alors à partir de ça, on peut calculer les porosités, comme je l'avais dit précédemment. Cette porosité par comparaison des masses volumiques des grains et du matériau complet, on obtient quelque chose qui oscille entre 0,10, 0,1 et 0,3, 0,32, avec une moyenne à 0,23. Donc, ce qui fait un produit qui est plutôt poreux par rapport à d'autres produits courants du bâtiment qui sont cités là pour info. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a des défauts, cette méthode de mesure. Si je fais la mesure par porosité par saturation à l'eau, on obtient des valeurs qui sont plus élevées, de 0,29 à 0,38, donc 29 à 38% de vide, ce qui signifie bien qu'on avait de la porosité qui était cachée dans nos petits grains tout à l'heure, on s'en doutait un peu. Et puis, si on fait d'autres mesures encore qui ont été faites par nos collègues acousticiens sur les porosités à l'air, là, l'air rentre encore plus et en fait, on obtient des porosités qui sont encore plus élevées avec des valeurs de 47 à 57% sur les mêmes types d'échantillons. Donc en fait, on a des valeurs qui sont hétérogènes entre les sites, qui sont hétérogènes entre les méthodes. Dire quelle est la bonne valeur, c'est pas forcément toujours facile. La bonne valeur, elle va dépendre de l'application qu'on vise. Si c'est une problématique d'eau, c'est peut-être celle-là qui est la plus fiable. Quand on est sur des problématiques acoustiques, ça sera peut-être plutôt celle-ci. Au niveau des mesures de sorption et désorption, voilà ce qu'on a obtenu. Vous avez ici l'humidité relative de l'air et ici la teneur en eau du matériau. Et on voit que dans un air sec, le matériau sec est à 0%, il va prendre de l'eau, il y a toujours une petite hystérésis entre l'aller et le retour, ça c'est classique sur un grand nombre de matériaux. Et on voit qu'à 95% d'humidité, le matériau ne monte qu'à 2,5% de teneur en eau. Donc, ce qui fait un matériau globalement qui est assez peu hygroscopique. Par exemple, le pisé de terre crue, lui, on est entre 2 et 4,5%, souvent à 95% d'humidité. Sur des briques de la région toulousaine, j'ai déjà vu 6%. Donc, on est quand même nettement en dessous. Alors, ce que ça nous dit, ça aussi, c'est que, en fait, dans un pisé en conditions normales, dans un pisé de mâche-fer en conditions normales, on ne devrait jamais avoir une teneur en eau qui est supérieure à 1,5 à 2,5%. Et donc, si on vient sur un bâtiment, qu'on fait un prélèvement et qu'on mesure une teneur en eau qui est plus élevée, a priori, c'est lié à une situation pathologique, avec des infiltrations d'eau diverses et variées. Et puis, dernier point, les résistances en compression. Donc, on a travaillé sur 3 cas d'études. L'étude à sec, donc c'était après stabilisation pendant 7 jours à l'air ambiant en laboratoire, donc 20 degrés, 50 à 60% d'humidité. Vous avez vu que ça ne correspond pas en réalité à 0% de teneur en eau. C'est des teneurs en eau de l'ordre de 1,5% d'après les courbes qu'on a vues précédemment. Ensuite, on a eu un cas après stabilisation à 90% d'humidité et un cas saturé après immersion pendant 48 heures dans l'eau. Et après, on écrase les échantillons avec une presse rotulée pour obtenir des valeurs de résistance. Alors voilà le genre de choses qu'on récupère. On voit qu'il y a quand même une certaine dispersion au sein d'un même site et puis d'un site à l'autre. Alors là, vous avez le site 1 et le site 4. Vous voyez que le maximum, là, on est autour de 2500 kilopascales.
Là, on est autour de 5000 kPa, donc 5 mégapascales, donc on a un coefficient 2 entre les deux sites. Les échantillons qui ont les pics les plus élevés sont plutôt les échantillons secs, et à 90% d'humidité sont plutôt ceux du milieu. Et les échantillons saturés sont plutôt sur le bas dans toutes les configurations qu'on a testées. Ce qu'on a vu, c'est que cette dispersion, elle était présente entre les sites de prélèvement, au sein d'un même site entre les différentes conditions hydriques, et sur un même site à conditions hydriques constantes qui témoignent de la variabilité des recettes. Alors, si je fais un petit résumé de tout ça, voilà ce qu'on obtient pour chaque site entre les résistances à sec, à 90% d'humidité et saturées. Alors, on voit que les sites 1, 2, 3 ont des résistances qui sont assez proches. Le site 4, là, celui qui se carottait très bien, il est bien meilleur, donc il y a peut-être un liant additionnel. Ce qu'on voit, c'est que la résistance à sec est toujours la meilleure, en moyenne, voilà, et que les résistances à 90% d'humidité et saturées sont globalement très proches. Voilà. Donc on voit que les mâchefers ont quand même une certaine sensibilité à l'eau. Ce n'est pas la même sensibilité que le pisé de terre crue, qui va se désagréger dans l'eau, mais c'est quand même une diminution de résistance. Donc les valeurs à 90% d'humidité ou saturées, elles peuvent être appropriées pour des humidités type normale haute pour les caractériser. Voilà. Petit bonus, voilà, on a fait aussi dans le cadre de cette expérimentation des mesures de vitesse du son sur les échantillons avant de les tester. Ça a permis de tirer des corrélations entre les résistances et les vitesses de propagation des ultrasons, ce qui peut permettre d'avoir des ordres de grandeur très rapides sur site en mesurant les vitesses de propagation des ultrasons pour avoir une idée d'où on se situe en termes de résistance. Voilà. Donc vous avez tout ça dans les rapports. Merci Fabrice. Donc je vais continuer donc en évoquant les différents essais qu'on ont pu être réalisés pour caractériser le comportement hygrothermique du mâchefer. Donc on a mesuré notamment la conductivité thermique, la diffusivité thermique et la capacité thermique volumique sèche, donc là avec la même méthode qui est présentée en photo ici. Donc c'est la méthode du disque chaud. Donc on vient finalement mettre donc une sonde entre deux éprouvettes du matériau à tester. Et on va donc déterminer la conductivité thermique et la capacité thermique volumique sèche. Et par analyse inverse, on va remonter à la diffusivité thermique. Je précise ça tout de suite. C'est du coup le biais, c'est que la diffusivité thermique, on est moins précis vu que ça dépend des mesures. Enfin, les erreurs de mesure sur la conductivité et la capacité thermique vont impacter le calcul forcément de la diffusivité thermique. Mais on y reviendra. Sur les questions de teneur en eau et d'isotherme de sorption, ça a déjà été évoqué par Fabrice. Et puis, on a bien sûr mesuré l'absorptivité liquide et le facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Donc, pour commencer, au niveau de la mesure de la conductivité thermique. Donc, ce qu'on peut noter, là j'ai représenté, effectivement, on est sur des valeurs qui sont sur les... Alors nous, on n'a fait que 3 sites, si ma mémoire est bonne. On devait en avoir un de moins que vous. Mais du coup, sur les moyennes sur ces 3 sites, ça variait entre 0,43 et 0,54. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on est... alors, après, bon, on n'a pas forcément eu des échantillons qui sont représentatifs de tout le panel du mâchefer qui existe, mais on est quand même assez satisfait par les écarts types sur nos mesures, puisque effectivement, on est inférieur à 4%. Comme je l'ai expliqué, moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est matériaux biosourcés, et quand on arrive à avoir du moins de 10% d'écart type sur les mesures, on est déjà content. Donc là, 4%. Alors le gros avantage du mâchefer par rapport, par exemple, à des bétons végétaux, c'est que ça a quand même une meilleure tenue mécanique. Donc on arrive notamment à avoir un aspect de surface qui est beaucoup plus régulier, et donc on a moins d'imprécision sur la mesure. Donc c'est une valeur qui est assez fiable, en tout cas, et qui du coup, effectivement, donc ça, comme l'a évoqué Grégory tout à l'heure, ça nous situe à peu près... en gros, 10 fois moins isolant que des isolants
isolants. Alors, il faut savoir que les isolants, c'est la limite pour qu'un matériau soit reconnu comme isolant. Alors, je ne me rappelle plus la norme exactement, mais c'est 0,065. Donc là, on est aux alentours de 0,4. Mais on voit quand même qu'on est très en deçà de la terre crue et encore plus du béton plein armé. Donc effectivement, on a cette petite résistance thermique de base. Donc on évalue aux alentours de 1 mètre carré Kelvin par watt pour un pisé de mâche-fer de 45 cm, mais qui, de ce que j'ai compris, a priori n'est pas du tout pris en compte à l'heure actuelle. Donc voilà, on a déjà ça, c'est déjà acquis, et ce n'est plus à faire si on souhaite isoler par ailleurs. Donc la diffusivité thermique, donc pour mémoire, hein, c'est ce qui caractérise la vitesse à laquelle la chaleur se propage par conduction dans un matériau. Donc nous, on a obtenu des valeurs moyennes donc entre 0,5 10-6 et 0,6 10-6, donc avec les petites limites expérimentales qui font que, comme on les a de manière indirecte, il peut y avoir une petite erreur de mesure, mais pareil, voilà, on est quand même assez satisfait aussi de la bonne répétabilité des mesures. Et ça nous situe en fait sur des valeurs un peu plus faibles qu'un béton plein, mais plus élevées qu'un béton de Puzzolane, par exemple. Mais ce que je retiens donc indirectement de ces mesures, c'est qu'en fait, ça nous amène à des déphasages de l'ordre de 12 heures pour un pisé de mâche-fer de 45 cm. Donc c'est vraiment quelque chose de très... mais bon, ça, je pense que vous le saviez sans doute déjà. mais les mesures nous remontrent ça. Donc le 12 heures, c'est parfait pour l'inertie par transmission. Ensuite, pour la capacité thermique volume sec, donc ça c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 mètre cube de matériau pour élever sa température de 1 degré Kelvin. Donc là, on a des valeurs moyennes comprises entre 0,87 et 1,15. Et c'est 2 à 3 plus faible qu'un béton plein classique ou un pisé de terre crue. Et c'est à peu près la même chose que ce qu'on obtient notamment sur des parpaings agglomérés béton ou sur des mélanges terre-chambre. Donc pareil, mais ça indirectement, on l'avait aussi senti venir du fait que les masses volumiques étaient un peu plus faibles que celles d'un béton. En termes d'inertie par absorption, on va être un petit peu moins performant. On va stocker un peu moins la chaleur. Mais on va dire, c'était plus ou moins prévisible. Alors, donc finalement, les trois grandeurs que j'ai présentées précédemment, là, c'était finalement issu du même essai. Ensuite, on passe sur deux autres types d'essais. Donc, d'abord, l'absorptivité liquide. Donc là, on est finalement reparti donc d'une norme existante, hein, qui est la NFEN 772-11. Et ce qu'on peut noter, en fait, c'est qu'on a eu des difficultés de mesure qui sont liées à la forte activité capillaire du mâche-fer. Donc je m'explique. En fait, le matériau est tellement capillaire. On avait dit qu'il était tout à l'heure, hein, qu'il était assez peu hygroscopique, mais par contre, il est très capillaire. Et du coup, en fait, en termes de mesure, on est arrivé à un moment où en fait, on atteignait les limites du dispositif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait on immerge, l'essai c'est on immerge donc sur 5 mm environ l'échantillon dans l'eau et on regarde voilà, comment ça remonte. Et en fait, avant la fin de l'essai, l'eau est arrivée tout en haut. Donc une fois que l'eau est arrivée tout en haut, voilà, on arrête la mesure. Mais du coup, on fait plus des extrapolations. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est très capillaire, avec des valeurs qui sont a priori comprises donc entre 147 et 288 grammes mètre carré racine de seconde. Et donc ça, c'est supérieur à celle d'une pierre calcaire tendre et bien plus forcément que celle d'un béton. Donc si on a, voilà, comme je l'ai dit, mais ça, c'était pareil, c'était des choses qui étaient relativement connues, je pense. On est sur des matériaux très capillaires, donc on l'a remontré, on va dire, via ces essais. Dernier point, c'est le facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Donc là, pareil, on a fait des essais selon la norme NFEN ISO, donc la 12572.
Alors là, c'est plus lié à notre organisation expérimentale. On a eu des petits problèmes liés à la taille des échantillons. On n'a pas réussi tout à fait en fait, à carotter, donc je reviendrai tout à l'heure, aux bonnes dimensions pour les essais acoustiques. Et en fait, on avait calé ces essais à la fin, puisqu'ils sont assez longs. Ça prend à peu près 3-4 mois pour avoir les résultats. Et malheureusement, du coup, mes collègues acousticiens ont dû recarotter nos éprouvettes. Et du coup, on avait des éprouvettes un peu petites par rapport à ce qui aurait été préconisé. Mais bon, voilà, on a fait avec. Et autre petit détail, c'est qu'en fait, on avait, pour mieux reconnaître les différents échantillons de mâche-fer, on avait mis une petite peinture avec différentes couleurs. Donc là, vous le verrez plutôt sur les essais acoustiques, ils avaient gardé ce code de couleurs orange, bleu et jaune. Et en fait, on s'est rendu compte lors de nos essais que cette peinture, elle jouait forcément sur cet essai, en tout cas, de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Donc on s'y est repris à 2 fois. Et in fine, on a obtenu du coup des facteurs de résistance compris entre 9,2 et 14,1. Donc il faut savoir, par définition, en fait, on compare par rapport à l'air, finalement, ça veut dire que 9,2, enfin, ou 10, arrondissons à 10, 10, ça veut dire que le matériau est 10 fois plus résistant que l'air. Donc, si on doit comparer forcément les mu de 1, forcément c'est l'air, tout ce qui est laine végétale, laine minérale, etc. Ça, c'est ce qui est vraiment à 1. Aux alentours de 10, effectivement, on retombe sur le pisé de terre, l'aggloméré de béton. Le béton plein armé, il va être à 100. Le polystyrène extrudé, donc entre 150 et 200, ça dépend. Et le par vapeur à 1000. Donc, pareil, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui était plus ou moins connu, c'est qu'effectivement, on est sur un matériau qui est quand même assez perspirant, et du coup, il va falloir, mais je pense que vous aviez bien suivi, il va falloir bien faire attention à ne pas venir isolé par l'extérieur avec du polystyrène, mais j'ai vu que vous l'aviez bien mis en rouge dans le petit guide simplifié, donc ça m'a fait plaisir. Mais moi, s'il y a un petit message à passer, c'est que j'espère que vous en êtes tous convaincus ici, mais n'hésitez pas à bien prêcher la bonne parole, puisque ce que je disais à Grégory tout à l'heure, moi je travaille sur les matériaux biosourcés, il y a des choses qui pour moi devraient être acquises, parce que ça fait du coup 15 ans que je répète la même chose, et encore aujourd'hui, on voit des gens... Petite parenthèse, mais moi je viens d'Alsace, les maisons à colombage isolées par l'extérieur avec du polystyrène, vous en avez des centaines et des centaines chaque année, et c'est une catastrophe. Donc, exactement le même problème pour le mâche-fer. Voilà. Il faut dire le polystyrène, surtout pas. Effectivement, avec le béton classique, ça ne pose pas de problème. Avec beaucoup d'autres matériaux, c'est une très 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 mauvaise idée. Je vais finir du coup sur les parties acoustiques donc, qui ont été réalisées par mes collègues du pôle biogéo. Donc, au niveau de l'absorption acoustique, donc finalement l'absorption acoustique, c'est ce qui va jouer notamment pour tout ce qui est intelligibilité au sein d'une pièce. Donc, quelle est la capacité du matériau à absorber le son, enfin, l'onde incidente. Ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des valeurs qui sont assez basses, de l'ordre selon les gammes de fréquences, mais on est entre 10 et 20-25% d'absorption. Bon, là, pareil, c'est pas une surprise. Les très bons absorbants acoustiques, c'est des matériaux extrêmement poreux. Donc là, on a vu tout à l'heure que notamment la porosité accessible à l'air, c'était de l'ordre de 40%, ce qui n'est pas comparé à des absorbants acoustiques, où c'est plutôt du 99%. Voilà, on est sur des matériaux et qui globalement sont des meilleurs absorbants que le béton, mais bon, très clairement, jamais vous aurez un mâche-fer, a priori, nu voilà, dans une pièce. Donc, c'est une indication, mais c'est raisonnable. Ce qui va un peu plus
nous intéresser, c'est plutôt l'indice d'affaiblissement acoustique. Donc là, on va regarder plus précisément l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré, donc finalement qui va regarder, cette fois-ci vous avez une source dans une pièce, donc que ce soit à l'extérieur ou dans une pièce voisine, et vous êtes vous dans une autre pièce à la réception, et vous allez regarder comment finalement cette onde acoustique, enfin ce son est atténué. Et donc là, parce que ce qui a pu être montré, c'est qu'en fonction, donc on est parti de différentes masses volumiques qui avaient pu être mesurées, on a pris différentes hypothèses de module Young, différentes hypothèses de résistivité, et en gros, on voit que l'indice d'affaiblissement, en fonction des hypothèses, il varie entre 38 et 51 dB, ce qui est quand même un bon affaiblissement, même si ce sont des valeurs qui restent inférieures à celles du béton et de la brique pleine. Mais encore une fois, ce qui va jouer en fait à ce niveau-là, c'est en affaiblissement acoustique, c'est les systèmes masse-ressort-masse. Donc finalement, quand vous êtes sur un matériau qui est 1,2, ouais, ça, donc c'est plus que 2 fois moins lourd qu'un béton classique. Il n'y a pas de miracle. Hein. Si vous êtes moins lourd, vous êtes moins affaiblissant. Donc, voilà, donc c'est des valeurs qui sont, on va dire, totalement cohérentes avec d'autres types de matériaux de masse volumique similaires. Donc, il n'y a pas de honte particulière à avoir à ce niveau-là. Voilà. 14h30, on a respecté le timing. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, merci pour votre présentation. Comment est-ce qu'on peut voir qu'un piezo de mâche-fer est dégradé visuellement? Je suppose que c'est parce que c'est effrayable peut-être. Et une deuxième question, comment est-ce qu'on peut faire pour réparer, pour compléter un piezo de mâche-fer qui serait dégradé, avec quel matériau ou quelle technique? Merci. Merci pour la question. Alors nous, sur les matériaux qu'on a testés, c'est des matériaux qui avaient déjà un certain vécu. Hein. Donc, les propriétés qu'on a là sont les propriétés du matériau qui est en place, enfin qui était en place avant démolition du bâtiment, donc qui ont peut-être un siècle, des choses comme ça. Voilà. Quelles étaient les propriétés de ce pisé de mâche-fer au moment de sa construction et comment ça a évolué dans le temps? Ça, je ne sais pas répondre parce qu'en fait, on n'a pas cet historique-là. De savoir, de pouvoir comparer ce qui a été fait aujourd'hui avec ce qui existait à l'époque. Voilà. Après, en termes de dégradation, je ne sais pas ce qu'on va appeler dégradation. Si c'est, par exemple, de l'humidification, en général, le mieux, c'est de traiter l'origine de l'humidité, par exemple. Mais après, ça peut être des altérations mécaniques, voilà, de ce type-là, creusement du matériau. La question est pas simple. Il faudrait avoir mettre en place quelque chose de suffisamment poreux. Alors si c'est sur quelque chose d'une toute petite surface, c'est pas bien gênant. Voilà. Mais sinon, il faudrait quand même avoir quelque chose de suffisamment poreux pour arriver à maintenir le comportement hydrique. Des mortiers de chaux, effectivement, j'entends là devant. Ça peut être une bonne idée. Mortier de chaux, c'est ce qu'on applique sur les constructions en terre pour faire des enduits, par exemple, sur de la terre crue. Mortier chaud sable, chaud terre, ça pourrait faire l'affaire. Ouais. Je repose la question, est-ce qu'on peut imaginer un réemploi en prélevant à un autre endroit du mâche-fer et en reconstituant une sorte de mortier de réparation avec du mâche-fer? Alors, on peut toujours. Hein, en fait, dans un mâche-fer de construction comme ça, la scorie qui fait la base du matériau, elle a déjà fait sa prise propre. Donc ça veut dire que ce mâche-fer que vous allez intégrer, il va être intégré en fait comme une sorte de granulat de construction
qui sera un granulat poreux. Donc ça va vous donner l'équivalent d'un matériau avec un granulat poreux, mais vous allez être obligé de rajouter un liant autour de ce granulat poreux. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec, si vous rajoutez par exemple du ciment, ça va vous donner une sorte de béton avec un granulat poreux. Alors pour pouvoir vous inférer là, les propriétés qu'il aura au final, j'ai du mal à répondre. Et avec la vigilance dont on a parlé ce matin de la qualité, si on broie du mâche-fer, de ce que ça peut émaner. Une autre question. Parce qu'à l'origine, le mâche-fer, ça se faisait dans une bétonnière en mélangeant tous les matériaux. Est-ce qu'on sait ça? On peut faire appel à un ami, non? Pour moi, le pisé de mâche-fer, il a été produit à une époque où il n'y avait pas cet outillage, en fait, des bétonnières. Donc c'était à la main. C'était mélangé à la main, en fait, je pense, au départ. Après, bien sûr, il y a eu cet outillage qui a permis des mélanges plus aboutis. On a vu une photo tout à l'heure où il y avait l'air d'avoir un brassage de matériaux manuels au pied des murs. Donc peut-être que voilà, c'était constitué comme ça. Après, il y a eu, tout à l'heure, on a eu un historien. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont des infos historiques sur le sujet. On a perdu notre historien. Ils ont digéré les informations de ce matin. Oui, je voulais savoir si vous avez fait des analyses minéralogiques et si ça avait de l'intérêt pour justement voir les recettes d'origine, le pourcentage de liant, le type de liant. Je peux. Alors, c'est quelque chose que, du coup, on a regretté de ne pas avoir calé, effectivement. Ne serait-ce aussi pour répondre à la question de ce matin là, sur les risques éventuellement sanitaires. On n'a pas fait d'analyse chimique dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait se faire dans le cadre d'une future étude. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on avait nous dimensionné, dans le sens où, en fait, ce n'est pas des choses que nous, on fait au CEREMA. Mais après, voilà, on peut faire des partenariats avec d'autres entités qui, elles, le font. Et effectivement, ça nous semble être une excellente initiative, mais nous ne l'avons pas fait. Après, voilà, il faut voir que c'est une première étude sur un matériau sur lequel il n'y avait pas grand-chose qui existait. Donc quand on en a discuté avec Grégory, par exemple, voilà, avec le CAUE de manière générale, il a fallu choisir en fait un certain nombre de propriétés à investiguer, donc qui apportent certaines réponses, mais il y a aussi plein d'interrogations, comme celle que vous venez de citer, qui subsistent et qui pourraient nécessiter des investigations supplémentaires. J'ai 3 petites questions moi, de compréhension sur les résultats. Le premier, c'est au niveau de l'acoustique et des mesures acoustiques. Les résultats qui ont été faits, c'est pour un mur de 45 cm, pareil que les autres? Oui, alors il y a... Je reviens. Donc il y a les essais d'absorption, donc c'est sur des éprouvettes, alors je ne me rappelle plus combien on avait, je crois que c'était 5 cm, 4-5 cm d'épaisseur. Au-delà, en fait, c'est... Ça marche encore ou pas? Ah, si, c'est bon. En fait, on doit passer au tube de Kundt ici, donc en fait, on envoie une onde incidente et ça revient. Si on a trop d'épaisseur, on n'arrive pas. Donc en gros, l'équivalent, vu que ça fait aller-retour, si c'est 5 cm, c'est sur du 10 cm. Mais bon, de toute façon, l'absorption acoustique, c'est les premiers centimètres qui jouent. Et ensuite, par contre, effectivement, au niveau de la modélisation, là, oui, on a modélisé sur 45 cm. Ok. Donc, et mes 2 autres questions pour aller vite. Le premier, c'est les questions de saturation. Et vous avez mesuré la résistance mécanique d'un échantillon saturé. Quand c'est saturé à 100%, est-ce qu'on peut se dire il y a une fuite de notre mur pendant un mois, le mur est plein d'eau et c'est là qu'on mesure? Et ma dernière question, c'était est-ce que vous avez trouvé une corrélation entre entre les masses volumiques d'un côté, la porosité de l'autre et la conductivité thermique? Tu veux répondre d'abord sur... Alors,
Sur la saturation, ce qu'on a vu, c'est qu'un mur qui était saturé, il est forcément dans une situation pathologique, parce que dans des situations normales, un pisé de mâche-fer ne doit pas avoir des teneurs en eau qui dépassent 1,5 à 2,5% normalement. Voilà. Après, si on veut faire une mesure, si je comprends bien ça votre question, une mesure dans le cas le plus défavorable en quelque sorte, voilà. Effectivement, le mieux c'est de faire soit en conditions d'humidité haute, parce qu'on a vu qu'à 90% HR c'était à peu près la même chose que saturé, soit effectivement sur le matériau complètement saturé. Alors ça se fait facilement en laboratoire en fait. Voilà. Après, vous parliez peut-être de mesures in situ. Non. Donc en laboratoire, vous pouvez soit faire le choix d'avoir, si vous avez une chambre climatique, bon, ça court pas les rues, vous pouvez mettre à 90% d'humidité. Sinon, vous laissez dans l'eau et vous aurez la valeur la plus basse par défaut, effectivement. Ouais, non, ma question c'était vraiment ça. Le pisé de terre, on va dire, c'est à 100%, le mur il se désagrège. Le pisé de mâche-fer, on a une fuite d'eau dedans, on garde une résistance mécanique à la fin. Totalement. Il y a une sensibilité à l'eau, c'est-à-dire qu'on constate une baisse de la résistance. C'est ce qu'on voit là. À chaque fois, le sec, c'est le orange, et vert, 90% d'humidité, et bleu, c'est saturé. Donc il y a une baisse de résistance. Je ne sais pas l'expliquer physiquement, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est une observation qu'on a obtenue sur tous les sites. Et on voit que la résistance saturée ou humide est systématiquement la plus basse. Mais le matériau ne s'agrège pas. Et on est sur des bâtiments qui sont anciens. Ce sont des bâtiments qui ont probablement déjà eu, au cours de leur vie, au moins une fois une condition humide et qui ont survécu. Voilà. Donc, vraisemblablement, sur des bâtiments anciens, on n'a pas trop de soucis à se faire parce que ces bâtiments-là, ils ont subi un peu l'épreuve du temps et ils ont eu déjà des humidités qui les rapprochent de leur résistance minimale. Je vais répondre à l'autre question. Donc pour la partie corrélation entre masse volumique et conductivité thermique, ce qu'on a observé, c'est que du coup la conductivité thermique était proportionnelle à la masse volumique. Donc ça, c'était assez logique. Par contre, au niveau des porosités, alors comme l'a expliqué Fabrice, il y avait des petites difficultés dans le sens où entre la porosité accessible à l'eau, la porosité accessible à l'air, on n'avait pas forcément cette corrélation, mais là je ne suis pas sûr que ce soit un enseignement scientifique, c'est plutôt lié aux difficultés de mesure, où là effectivement on avait a priori plutôt tendance à avoir du coup une masse volumique qui était inversement proportionnelle à la porosité, sauf pour le cas du milieu où du coup on a une porosité qui est plus élevée, une masse volumique, une porosité qui est un peu plus élevée et on a une masse volumique qui est intermédiaire et une conductivité thermique qui était intermédiaire. Donc je pense que c'est plutôt lié à la difficulté de la mesure, puisque globalement, normalement, sur tout un type de matériaux, que ce soit sur des matériaux biosourcés, que ce soit sur des matériaux type béton, on a soit cette proportionnalité, soit cet inversement de proportionnalité entre masse volumique, la porosité, la conductivité. En général, c'est relativement linéaire. Donc, voilà. Bonjour, du coup, merci pour votre présentation. Et je voulais juste... moi, j'étais super étonnée du déphasage de 12 heures, en fait, dans vos résultats. Je trouve ça assez intéressant, justement, parce que, effectivement, quand on parle de rénovation, on pense souvent à la rénovation énergétique et à l'isolation thermique. Et du coup, je voulais aussi savoir si, à la suite de toute votre étude, vous aviez émis des préconisations de rénovation ou pas encore, ou si c'était en cours, en discussion, ou par rapport à ces conductivités thermiques, résistances que vous aviez trouvées comme résultat. Bon. Je passe la parole à Grégory sur ce sujet. Puis En fait, quand on a fait appel au CEREMA, c'était effectivement pour avoir des données brutes scientifiques. Et puis, il nous est apparu évidemment qu'il fallait qu'on puisse extrapoler en fait, ces résultats scientifiques vers des recommandations. Donc, vous verrez que dans le rapport d'étude qui est téléchargeable sur le site du CAE Rhône Métropole, vous avez effectivement un certain nombre de stratégies d'intervention
avec des recommandations, des avantages, des inconvénients sur chacune des postures, ce qu'on gagne, ce qu'on perd en isolant par l'intérieur, en isolant par l'extérieur, les risques qu'on prend potentiellement. Voilà, donc effectivement, on est allé jusque-là. On n'a pas détaillé, je ne l'ai pas détaillé dans ma présentation de ce matin, mais effectivement, oui, l'idée, c'était pas de rester justement à ce stade-là et de voir quelles étaient les applications. Et juste pour compléter sur les résultats scientifiques, en fait, le déphasage, en fait, en gros, c'est issu d'une formule un peu phénoménologique, mais que a priori beaucoup de monde utilise. Donc, je pourrais vous la redonner, là je ne l'ai plus en tête exactement, mais avec donc les valeurs mesurées et notamment cette valeur de diffusivité thermique, ça nous donne effectivement un déphasage de l'ordre de 12 heures, alors, avec des petites variations, 11h30, je crois entre 11h30 et 13h30, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, ce qu'on retient, c'est aux alentours de 12 heures. En général, entre 10 et 14 heures, c'est ce qui nous convient de manière générale, pour qu'effectivement le pic de chaleur se répercute, le pic solaire se répercute grosso modo à 2 heures du matin, au moment où on peut faire un maximum de surventilation nocturne. Juste peut-être pour compléter, on a effectivement pas mal tergiversé, discuté avec Fabrice, avec Étienne, sur cette question de l'inertie du mâche-fer, puisqu'effectivement, comme vous avez vu, on a un matériau qui a une très faible masse volumique. Et donc c'est un peu contre-intuitif de se dire très faible masse volumique, grosse inertie. Mais comme on a 45 cm, enfin entre 40 et 50 cm de masse, effectivement, versus un béton, un voile de 16 ou de 18 cm, voilà, c'est là qu'en fait l'inertie, on peut la voir. Et aussi, ça se reflète bien dans le rapport, parce que du coup, je vais quand même remercier le travail qui a pu être fait par le CAUE, parce que nous, c'est vrai que nos résultats étaient peut-être un peu bruts de décoffrage, et c'est beaucoup mieux expliqué dans leur rapport. Mais c'est vrai qu'il y a les deux notions d'inertie de transmission et d'inertie d'absorption qui moi je trouve que c'est très très bien expliqué. Je vais m'en inspirer pour mes prochains cours, parce que j'ai toujours du mal un petit peu à expliquer, et je trouve que c'est très très bien expliqué. Voilà. Donc, voilà, je reprends la parole, Nathalie Sand. J'avais une remarque sur les modes de réhabilitation. Oui. On entend ? Oui, c'est bon. On a parlé qu'il fallait pas mettre, on a dit qu'il fallait pas mettre du polystyrène, mais en fait, il faut élargir à tous les matériaux qui sont étanches, et notamment les enduits. Évidemment, il ne faut pas mettre du ciment artificiel qui va bloquer en fait la perspirance. Je parle aussi des peintures filmogènes. Voilà, c'est pas très épais, ça va tout de suite s'écailler, mais si on veut quelque chose qui dure, de toute façon, c'est pas recommandé. Et du coup, je rejoins la question de comment on identifie les pathologies. Généralement, les pathologies, elles arrivent dans des mauvaises conditions de conservation. Donc, soit, en fait, il y a des sources d'humidité, donc ça, vous l'aviez évoqué, mais ça se voit, soit on a un isolant qui est pas bon, soit on a un enduit qui est pas bon, et puis après, il y a tout ce qui est lié aux fissures et aux entrées d'eau. Donc en fait, on a un certain nombre de signes extérieurs qui vont nous intéresser, qui vont nous conduire à définir des pathologies et des endroits qui sont potentiellement abîmés. Rarement, en tant qu'archi du patrimoine, on voit rarement des trous dans la paroi, comme on peut le voir dans le pisé qui va se ronger. En revanche, on va avoir tout de suite des fissures et des décollements ou, des chutes de gros morceaux. Voilà, ce qui sont des signes. Voilà, bon, c'est tout. Oui, moi je voulais vous poser la question, quand on a des surchauffes sur des façades ouest, par exemple sur le pisé, on peut voir des retraits avec des fissures qui apparaissent sur le pisé de terre. Est-ce qu'on a le même genre de phénomène sur le mâche-fer? Et quel est son comportement quand on a un incendie? Comme c'est des éléments qui ont déjà été, des clinkers qui ont déjà été brûlés, qu'est-ce qui se passe quand on a un incendie sur un mur de mâche-fer?
des éléments, ça dépasse un peu le cadre de l'étude qu'on a pu mener. Pour l'incendie, je ne sais pas. Voilà, il faudrait faire des tests au feu. Le CSTB vous dira qu'il faut faire des tests au feu. Effectivement, c'est un indice de dire que c'est un matériau qui est déjà issu d'une combustion. Peut-être qu'après, il y a d'autres personnes qui auront des éléments dans la salle, je ne sais pas. Pour les phénomènes de retrait dans le pisé de terre, c'est lié au retrait des argiles. Ici, je ne pense pas qu'il y ait un comportement d'argile qui soit prépondérant sur le comportement global. Donc, on n'a pas fait de test de retrait. Voilà. Donc, on n'a pas non plus observé de modification de volume qui soit significative ou mesurable sur des échantillons entre quand on les avait séchés et quand on les avait vus, quand on les avait mis dans l'eau. On n'a pas vu d'apparition de fissures, etc. Donc, je pense que c'est un problème qui est soit quasi inexistant, soit très très rare, qui serait limité à certaines compositions contenant de l'argile, mais dont je n'ai pas connaissance. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite corrélation entre ces 4 essais de compression qui sont assez différents en résultat et les 4 photos que vous aviez en introduction des 4 types de mélanges? Ah oui, tout à fait. C'est ça. Alors, ils sont là. Donc les sites 1, 2, 3 et 4. Le site 4, c'est donc celui qui est le plus résistant. C'est celui qui se carottait très bien et qui ressemble vraiment en aspect. Il y a un côté béton. Donc je suppose qu'il doit y avoir un liant additionnel dedans, de la chaux, du ciment, je ne sais pas. Voilà. Les autres se ressemblaient pas mal. Voilà. Donc les 1, 2, 3, c'est ceux qui sont sur qui étaient donc, voilà, qui sont là sur la gauche du graphique, et le 4, c'est le dernier avec les plus fortes résistances. Oui, juste pour un petit complément d'info là sur la question sur le feu. Aujourd'hui, on a des eurocodes qui nous donnent des règles de calcul sur le comportement au feu. On a des laboratoires agréés pour la résistance au feu qui donnent aussi des comportements sur le feu, la résistance au feu. Par contre, on ne peut absolument pas présumer aujourd'hui de ce qu'il en est. Peut-être avoir une présomption, mais on ne peut pas présumer de la tenue au feu d'un mur en pisé. Par contre, aujourd'hui, la réglementation, elle n'est pas rétroactive. Donc la question, c'est plus si on construisait aujourd'hui en pisé ou en béton de mâche-fer, on serait bien embêté pour justifier le coupe-feu autrement que par un essai. Par contre, comme elle n'est pas rétroactive, la loi, on peut tout à fait continuer à ne pas dégrader la stabilité au feu de l'établissement lors d'une réhabilitation et donc conserver le mâche-fer tel qu'il est sans avoir la connaissance de sa résistance au feu. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair. Alors, avec un petit bémol, c'est si vous faites un changement de destination. Parce que dans le cas de changement de destination, là, potentiellement, on passe par exemple de logement à établissement recevant du public, on peut justifier de degrés supérieurs. Là, on aurait effectivement quelques problématiques à résoudre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Oui, encore. Oui, juste pour préciser que quand je parle de ciment artificiel, pas de ciment naturel. Voilà. On est bien d'accord qu'il y a du ciment naturel sur le pisé de mâche-fer et parfois ce qu'on appelle le mortier bâtard. Je voulais poser une question. Si aujourd'hui on arrive à reconstruire du pisé de terre, question idiote ou pas, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait se donner les moyens de construire du mâche-fer, du pisé de mâche-fer, mais sain du coup, avec des bons matériaux? Alors, je ne sais pas s'il y a une appellation d'origine contrôlée, mais à partir du moment où on n'a plus les scories des hauts fourneaux, est-ce qu'on peut encore parler de mâche-fer?
je ne sais pas. C'est un peu, on peut faire un matériau, je pense, mais qui ressemble, mais qui aura un autre nom dans ce cas-là. En tout cas, probablement pas en scorie de mâche-fer, mais aujourd'hui, avec la question du réemploi, forcément, ça fait tilt de se dire que c'était un peu un matériau de réemploi, où aujourd'hui, on a l'impression de découvrir le réemploi, alors qu'on ne fait que le redécouvrir, évidemment. Allez, encore une question. Il y avait je rebondis en fait sur la question qui vient d'être posée. Je pense que autant le réemploi d'un matériau de mâche-fer pour reproduire sur un même site, ça ne devrait pas poser de problème. Si on veut réemployer ailleurs ou pour un autre usage, se posera la problématique des éventuels dépôts de métaux lourds. On a déjà parlé ce matin. Ensuite, je pense qu'il est quand même pas aujourd'hui envisagé de se remettre à brûler de la houille pour faire des scories, donc on ne va pas réinventer le matériau. Et ensuite, j'avais une autre question plutôt pour vous sur les caractérisations des matériaux et leur comportement à l'eau. Est-ce que vous avez envisagé de faire des essais de tenue au gel aussi? Parce que pour le coup, sur les pathologies, clairement, les migrations d'eau peuvent déstructurer les propriétés mécaniques. Et dans les pathologies souvent observées, les effritements de surface du matériau font vraiment penser à ce qui se passe aussi sur d'autres matériaux quand ils sont altérés par des cycles gel-dégel répétitifs. Alors sur le gel, on n'a pas fait d'essai au gel parce que ça fait partie de la sélection qu'on a dû faire effectivement pour cette étude. Je peux répondre avec quand même un petit peu avec un parallèle vis-à-vis du pisé de terre. Voilà. Il y a souvent des gens qui disent le pisé de terre, ça craint le gel, il y a des bâtiments qui s'effondrent, etc. Il y a une thèse qui a été faite, qui était soutenue il y a 2-3 ans par Lassana Traoré de l'ENTPE, qui a vraiment démontré que le problème du gel avec le pisé de terre, c'est en fait le problème de son imbibition pathologique. Et qu'un pisé de terre qui est sain ne craint rien vis-à-vis du gel, alors qu'un pisé de terre qui est par exemple subi de manière pathologique des remontées capillaires ou une imbibition ou autre, va lui avoir des problèmes. Voilà. Donc, sachant qu'on est sur un matériau poreux qui par certains côtés s'en rapproche un petit peu, j'aurais tendance à dire qu'à sec, je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème. Voilà. Par contre, si le matériau a une imbibition pathologique, peut-être. Ça, je ne sais pas. Mais c'est le seul cas où j'aurais tendance à dire que ça peut arriver. Donc peut-être que traiter le gel, c'est avant tout traiter le problème de l'eau. Je rajouterais presque une autre question. C'est que quand vous avez des remontées capillaires qui sont chargées en sels différents, il y a des sels qui ont un volume solide qui est supérieur à celui de leur volume en solution saline. Donc dès que le mur s'assèche, on peut aussi avoir des éclatements, non pas liés au gel, mais liés au passage à l'état solide des sels. Donc effectivement, si on traite le problème des remontées capillaires, on va résoudre pas mal de problèmes. Si je peux rebondir aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, par contre, je mettrai un petit bémol par rapport à ce qui a été dit par rapport au méchant enduit ciment, au méchant polystyrène. Ayant 40 années d'expérience, dont 30 en tant qu'expert judiciaire, j'ai jamais vu un bâtiment s'effondrer avec une isolation extérieure en polystyrène. Ça arrivera peut-être. Et des enduits ciment, il y en a sur 80% des bâtiments en pisé de terre, et à mon avis, 80% des bâtiments en mâche-fer. Donc, le problème de l'enduit ciment n'est existant qu'en bas de mur, du fait des remontées capillaires. Et en fait, le problème des remontées capillaires, c'est pas les remontées capillaires en soi, c'est l'effet dû au gel et notamment aussi au salpêtre. Personne ne parle, on a encore parlé des efflorescences, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que les bâtiments en pisé de terre et les bâtiments en pisé de mâche-fer avaient un soubassement. C'était pour éviter ce contact et surtout les phénomènes de gel et de salpêtre. Donc, il ne faut pas d'enduit ciment en bas de mur, mais le reste du mur, c'est pas grave. Toutes les maisons ne vont pas s'effondrer tout de suite. Moi, peut-être pas du coup en région Rhône-Alpes, mais moi je peux vous dire que des bâtiments qui s'effondrent à cause du polystyrène sur les maisons alsaciennes, je vous en trouve 100 par an, très facilement. Mais après, du coup, peut-être pas tant que ça.
Bah oui, le bois est pourri, c'est structurel, donc du coup, il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien. Donc, alors ça s'effondre, oui, plus ou moins, mais oui, ça existe. Peut-être pas autant sur le mâche-fer.